Bonjour, nous voici de retour au chapitre 6 et aujourd'hui on va s'intéresser aux écoulements laminaires. Donc on va regarder les équations de Navier-Stokes lorsque les termes inertiels seront négligeables. Donc on aura une équation qu'on va appeler l'équation de Stokes et qui va permettre d'étudier des cas limites. Alors avant ça, on fait une petite séance de révision. Alors vous vous souvenez, chapitre 1, ça remonte au début du semestre, on a vu une loi empirique qui était la loi de Newton et qui reliait la contrainte de cisaillement au taux de cisaillement, donc au gradient de vitesse, et on avait donc une propriété caractéristique qui s'appelait la viscosité avec un coefficient ici qui était la viscosité dynamique. Cette loi-là, on peut la généraliser et l'écrire sous forme tensorielle. À ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle le tenseur des extra-contraintes, ici, grand O, qui sera égal à 2 fois mu, le tenseur des taux de déformation, donc ici. Donc, D, c'est la partie symétrique du gradient de vitesse. Donc, un fluide qui a un comportement linéaire, donc pour lequel la contrainte de cisaillement varie linéairement avec la vitesse de cisaillement, ça va donc s'appeler un fluide newtonien. Lorsqu'on va injecter ça dans les équations de conservation de la quantité de mouvement, on va obtenir les équations de Navier-Stokes. Donc l'équation générale de conservation de la quantité de mouvement, écrite sous forme tensorielle, donc on a un terme d'accélération temporelle, l'accélération ici convective, et ça c'est égal donc au poids, gradient de pression, et donc on rajoute le tenseur des extra-contraintes ici, donc est un terme de divergence. Donc ça c'est l'équation générale qui est vraie pour tout matériau, pour tout fluide, et après ce qui va dépendre de chaque matériau, c'est l'expression ici du tenseur des extra-contraintes en fonction du tenseur des taux de déformation. Donc le cas le plus simple, c'est une relation linéaire, comme ici pour la loi de Newton. Donc quand on injecte ça là-dedans, on obtient donc ρ du sur dt plus u gradient de u. Donc là, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait c'était un raccourci d'écriture. Et donc ça c'est égal à ρ, g, le gradient de pression. Et après, donc ici, on va avoir... Donc, on va tenir compte du fait qu'on a donc un écoulement qui va être isochore ou un fluide qui sera incompressible. Et donc, en servant de l'équation de conservation de la masse, on peut transformer ici le terme de divergence ici en laplacien. Donc, on aura mu fois le laplacien de u. Donc, ça, c'est l'équation tensorielle. Si je l'écris dans un repère cartésien, avec donc pour coordonnées u, alors j'écris ça en dimension 2 pour simplifier, donc variable donc x, y et le temps, on obtient donc un jeu d'équations pour l'équation de conservation de la quantité de mouvement qui sera du sur dt plus u du sur dx plus v du sur dy. Donc le terme, ça dépend de la position, donc g indice x, c'est la projection de g sur l'axe x, moins dp sur dx, plus mu, donc après j'ai mon laplacien, c'est un v, un u, sur y2, donc la même chose pour la composante v, dv sur dt, plus u dv sur dx plus v dv sur dy, rho g, donc gy c'est la projection de g sur l'axe y, moins dp sur dy plus mu, donc le passer après la composante v, donc ça sera mu multiplié par d de v sur dx2, d de v sur dy. Alors cette équation-là, enfin ce jeu d'équations-là,
est relativement compliqué. Il est non linéaire à cause ici du produit, donc de l'accélération convective. On va voir après que c'est ce terme-là qui pose problème. Donc on a un jeu d'équations qui est relativement compliqué, mais on peut obtenir des approximations dans un certain nombre de cas. Donc on va en voir deux. Aujourd'hui, ce qui se passe lorsqu'on va avoir un nombre de Reynolds qui sera très petit. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va voir, c'est que le terme qui est ici, ce terme-là, il va être négligeable. Donc on va pouvoir supposer que ça c'est égal à 0. Et donc ce que vous allez avoir, c'est le tenseur des contraintes visqueuses, donc des extra-contraintes et des pressions qui doivent contrebalancer exactement le champ de pesanteur. Donc le jeu d'équations qu'on va obtenir lorsqu'on va pouvoir simplifier et supposer que l'inertie ici est nulle, c'est ce qu'on va appeler donc l'équation de Stokes. Donc c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. On va avoir après un cas qui va servir de transition entre ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on va voir la semaine prochaine, donc la turbulence. C'est ce qui se passe lorsqu'on a un écoulement qui est pleinement turbulent, mais qu'il y a une paroi. Donc, en guise d'introduction, juste pour commencer à vous préparer, ce qu'on va voir, c'est que si on a, par exemple, de l'air autour, donc dès lors qu'on a une viscosité relativement faible et une vitesse de quelques mètres par seconde, on va avoir un écoulement qui sera un écoulement turbulent. Si maintenant vous mettez une paroi solide, donc un sol, une aile d'avion, n'importe quoi, vous savez qu'au niveau de la paroi, vous avez une vitesse qui est nulle. Donc, si je trace un profil de vitesse, on doit s'attendre à avoir quelque chose qui est comme ça, et qui tend vers 0. Donc, le profil de vitesse ici, on doit avoir ici U égale à V. Donc, si on devait calculer un nombre de Reynolds local, un nombre de Reynolds qui serait... Alors, on verra après qu'on va le définir par rapport en fait, à l'échelle de longueur dont on a besoin, ça sera la distance ici. Mais peu importe, hein, mettons qu'on ait une particule, donc que ce soit ici la particule qu'on prenne en compte, on a toujours une vitesse multipliée par, ici c'est multiplié, hein, multipliée donc par une échelle de longueur divisée par la viscosité cinématique. Donc lorsque la vitesse tend vers 0, ici le nombre de Reynolds tend vers 0. Donc on voit qu'ici on doit avoir un nombre de Reynolds qui sera très grand devant 1, donc on aura l'écoulement turbulent, et qu'à la paroi on doit avoir un nombre de Reynolds qui tend vers 0, donc on a un écoulement laminaire. Donc on va avoir ici une transition entre un écoulement visqueux, laminaire, et plus loin un écoulement qui sera un écoulement pleinement turbulent. Donc cette couche ici, c'est ce qu'on appelle la couche limite. Donc on va voir, c'est une couche qui est relativement faible, qui fait quelques millimètres d'épaisseur, mais c'est elle qui va expliquer beaucoup de choses. Elle va expliquer pourquoi est-ce que les avions volent, elle va expliquer pourquoi, si vous vous souvenez du cours d'hydraulique, le chapitre 5, pourquoi est-ce qu'on, lorsqu'on calcule la dissipation d'énergie dans une rivière, en fait, on a besoin de calculer uniquement ce qui se passe au fond, et donc on a besoin uniquement de connaître l'échelle de la granulométrie du lit. Donc tout est conditionné par cette échelle-là. La dissipation d'énergie se produit en fait essentiellement ici. Donc on va voir ça la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'en fait on a ici une concentration en fait de dissipation d'énergie. Ok, donc maintenant on bascule sur les slides.